Bonjour à tous, on va commencer tranquillement et j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Chantal Raérisson, qui est coprésidente du collectif Droit et Respirer. Je pense qu'elle nous en dira un petit mot pour nous réexpliquer ce que tout le monde n'est peut-être pas familier de ce qu'est le collectif Droit et Respirer. Elle est également PUPH de pneumologie, elle a été présidente de la Société de pneumologie de langue française et elle travaille au CHU de la Guadeloupe. Elle va nous parler vers un plan national de santé respiratoire, pour voir si c'est un objectif atteignable. Et j'espère personnellement que la réponse est oui. Alors, comme à l'habitude, je vous rappelle donc la FHU Respire qu'on a été labellisé. Alors, pour une durée de 5 ans, donc ça se termine au 31 décembre 2021. On a eu le droit à une année supplémentaire, puisque pour rappel, il y avait une année blanche, puisqu'un nouvel appel d'offres vient de sortir il y a quelques jours pour le nouvel FHU. Enfin, pour pouvoir soumettre à de nouvelles FHU à partir du 1er janvier 2027. Je vous rappelle également, mais comme on l'avait vu donc lors de nos dernières journées, que nous souhaitons redéposer un projet de FHU Respire qui sera 2.0. L'idée sera toujours d'améliorer la santé respiratoire. On est en train d'essayer de redéfinir l'objectif et je vous encourage tous à vous connecter à une ou plusieurs des réunions qui vont être programmées là début février pour discuter justement de la FHU Respire 2.0. Alors pour rappel également, les principaux partenaires de la FHU Respire actuelle, et puis les conférences du dernier mardi du mois, dont le principal objectif est de faire connaître cette FHU Respire pour mettre en avant les compétences et ou les travaux ou les projets des membres de la FHU, mais également de personnes extérieures à la FHU dont la compétence ou l'expertise peut apporter à notre FHU. Donc ça peut être présenter un sujet, faire un débat, un projet, une avancée, une technologie. Aujourd'hui, ça sera vers le plan national santé respiratoire. Ces conférences étant soit orientées grand public, soit réservées aux professionnels de santé. Et on essaye de faire ça chaque dernier mardi du mois de 13 heures à 14 heures. Alors, cette fois-ci, donc, j'en profite et je redirai ça à la fin. Celui du mois de février, si on fait le mardi qui précède les vacances scolaires, on se retrouve à une conférence dans 15 jours et on a préféré la décaler au premier mardi de mars et garder celle du dernier mardi de mars. Elles seront toutes les deux distantes de 4 semaines, donc on garde notre rythme. Leur durée, globalement, c'est qu'on veut que ce soit terminé, fini, questions répondues à 14 heures, pour que chacun puisse retourner à vaquer à ses occupations. Et puis, on va diffuser, bien sûr, cet événement est diffusé auprès de l'ensemble des CHU et des universités. Euh, donc, les news, je vous les ai déjà dit. Ici, donc, vous avez les dates pour les différentes sessions de travail. Vous pouvez vous connecter à une ou à plusieurs de ces sessions de travail pour revoir ensemble les objectifs et surtout l'architecture du projet, les leaders. Et pour info, comme c'est écrit ici en rouge, la lettre d'intention sera à soumettre pour le 18 mars 2026. Donc, ça va venir extrêmement vite si on compte qu'on a, au milieu de tout ça, 15 jours de vacances. Je vous rappelle également que nous avons donc le 28 avril 2026 notre journée euh, scientifique en visio et que vous aurez votre sixième journée plus ou moins congrès. Donc en présentiel fin novembre sur la période 25-27. Les dates sont pas encore précises. Elles dépendront si on le fait sur 1 ou 2 jours. Et donc des finances qu'on attend toujours de la part du G4. Et donc, je vais sans plus attendre laisser la parole à Chantal, que je remercie encore d'avoir accepté de Guadeloupe de nous faire cette conférence. Et sincèrement, dis-moi qu'à la fin, la réponse, elle est oui, on va vers notre plan national santé respiratoire. Chantal, à toi. Merci beaucoup Claire, merci pour votre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'être parmi vous, même si c'est à distance. Effectivement, l'idée pour moi, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est un objectif atteignable, mais pour cela, il faut qu'on puisse être en capacité de regarder tous dans la même direction. Alors, euh, au niveau du constat,
Comme vous le savez, probablement, il y a énormément de choses qui ont été faites dans le domaine respiratoire, que ce soit par la Société savante, la SPLF dans le passé, par les associations de patients. Mais quand j'étais présidente de la SPLF pendant la pandémie, je me suis rendu compte en discutant avec les tutelles qu'on n'était pas tout à fait lisible et qu'on arrivait un peu en ordre dispersé. Et quand on discutait avec donc ces tutelles au niveau des différents ministères, le ministère de la Santé ou des conseillers du ministre, ce qu'on nous disait, c'est que finalement, chaque association venait avec des doléances et ils avaient vraiment une impression d'émiettement. Donc, ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'est que quand on regarde les données épidémiologiques, et vous le savez, les maladies respiratoires représentent un fardeau important dans notre pays, mais pas que. On parlera tout à l'heure de l'Europe. On estime au bas mot, la fourchette basse, à environ 10 millions de personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires chroniques dans notre pays. Quand on cumule les personnes atteintes d'asthme, de BPCO, de cancer du poumon, d'apnée du sommeil, de maladies plus rares comme la mucoviscidose, l'hypertension artérielle pulmonaire, les pathologies infiltrantes diffuses, et bien sûr, on n'oublie pas la tuberculose et les mycobactéries non tuberculeuses. Donc, 10 millions sans tenir compte finalement du sous-diagnostic aussi des pathologies respiratoires, et là, on est probablement sur une fourchette un peu plus haute. Donc, ce sont des pathologies chroniques. Vous savez que c'est vraiment le résultat d'une interaction gène-environnement avec l'importance de l'exposome. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de patients, quelles que soient, je pense, nos modalités d'exercice, qui arrivent à un stade tardif de la maladie, comme par exemple la BPCO, mais pas que, au stade d'insuffisance respiratoire. On n'a pas du tout de plan de prévention respiratoire qui soit organisé comme tel. Et ces maladies respiratoires, un contexte qui ne vous a pas échappé avec une augmentation de l'exposition à la pollution, eu égard au changement climatique. Et donc, on a des conséquences humaines et économiques qui sont importantes. Il y a eu donc un rapport de la Cour des comptes sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui a estimé le coût des maladies respiratoires annuelles à 6,7 milliards. Ça veut dire qu'on est quand même dans un pays où il y a des moyens, où il y a de l'argent, mais on est vraiment axé sur le curatif et pas du tout sur la prévention, en tout cas bien moins que ce qu'on pourrait espérer. Donc, il y avait vraiment une urgence à agir et en 2021, fin 2021, on a décidé de faire des premiers états généraux de la santé respiratoire. L'objectif était d'interpeller les tutelles sur l'urgence à agir et à pouvoir reconnaître la santé respiratoire comme une priorité de santé publique. Alors, euh, on a décidé au tout citoyen sur un mode participatif avec un appel vraiment très large à candidature, des associations de professionnels de santé, des associations de patients, des personnes issues de la société civile, des associations travaillant dans le domaine de l'environnement. Et on s'est mis ensemble et on a décidé de déterminer un peu nos missions. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce contexte au vu de tout ce que nous renvoyaient les tutelles et de la situation actuelle. Donc on s'est dit d'abord que la première mission, c'était vraiment de rassembler et de mobiliser toutes les parties prenantes engagées dans le domaine de la santé respiratoire. Il y a beaucoup d'acteurs pour essayer d'avoir des actions coordonnées. J'y reviendrai tout à l'heure. On est en train d'y arriver, mais ça a mis un long chemin. Ensuite, le deuxième objectif et le principal, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics, puisque dans nos réunions, les- les rencontres que l'on avait avec notamment les tutelles des différentes agences, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit la Haute Autorité de Santé publique, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens de bonne volonté, mais qui ne connaissaient pas vraiment les enjeux de la santé respiratoire. Ce n'était pas parlant. Et enfin, on s'est dit que ça serait bien d'organiser des états généraux de façon annuelle pour essayer de mobiliser tout le monde autour de cette préoccupation qui est la santé respiratoire. Alors, vous avez les acteurs de l'association. Donc, au départ, comme je vous le disais, fin 2021, on a fait les premiers états généraux de la santé respiratoire.
Et puis ensuite, comme on a appris à travailler ensemble, on a appris à réfléchir ensemble, à coordonner ce qu'on voulait faire, l'ensemble des parties prenantes a décidé qu'il fallait qu'on se structure et on s'est structuré en 2024, vous voyez, c'est assez récent, en une association loi 1901 qu'on a appelée collectif droit à respirer, parce que respirer doit devenir, bien respirer, doit devenir un droit fondamental. Donc, vous voyez ici les membres du collectif. On a des associations de professionnels de santé, donc bien sûr les pneumologues, la Société de pneumologie de langue française, puisqu'elle a été à l'initiative de la création de ce collectif. Les pneumologues, quelles que soient les modalités d'exercice, exercice privé, centres hospitaliers généraux, mais également des spécialistes en dehors de la pneumologie, alors en dehors ou très proches, les allergologues, les pédiatres, les pneumopédiatres, et puis également des associations de patients qui constituent la majorité de notre collectif. Et ça, c'est vraiment inédit, hein, puisque généralement, il n'y avait pas de structure qui permettait de regrouper tout le monde. Vous voyez que toutes les associations de patients sont représentées, je ne vais pas toutes les citer. Et puis, on a également des partenaires sur lesquels je vais revenir, c'est l'ERS, la Société européenne de pneumologie, qui en même temps que nous, finalement, il y a eu une convergence de la réflexion. C'était le professeur Marc Imbert, que vous connaissez probablement, qui était président de l'ERS à ce moment-là, et qui a eu la même démarche au niveau européen. Et finalement, il y a eu une convergence, je dirais, des opinions et des actions. Et donc, l'ERS a créé également, je dirais, son collectif qui est l'IRC, la Coalition respiratoire internationale, dont on fait partie et avec qui on partage finalement la réflexion et les modalités d'action. Et on a bien évidemment des soutiens institutionnels parce que toute cette stratégie que les anglo-saxons appellent du lobbying ben, nécessite des moyens. Et donc, on a des soutiens institutionnels qui supportent notre action. Alors, là, on a décidé de créer vraiment une gouvernance qui soit équilibrée avec un bureau, un conseil d'administration qui est assez classique et trois collèges. Donc, un collège avec des représentants des organisations de professionnels de santé que vous voyez ici, un collège des représentants des associations de patients et un collège avec d'autres associations. Au niveau de la gouvernance, on a vraiment souhaité que ce soit une coprésidence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a été, qui est visiblement très apprécié quand on va voir les tutelles. On est toujours représentant des professionnels de santé et représentant des associations de patients, parce que ce sont les usagers, ils sont les premiers concernés. Et donc, quand on rencontre les tutelles, on est toujours un binôme pour parler d'une seule voix. Et donc, la gouvernance, elle suit cette stratégie, puisque je suis la coprésidente, et l'autre coprésident, c'est donc Jean-Michel Fourier, qui est président de l'association Fibrose Pulmonaire France. Alors, en même temps, quand on a fait notre réflexion en fin 2021, avec donc le soutien de la SPLF, on a, et l'Institut de sondage que vous connaissez, qui est Ipsos, on a fait un sondage auprès de la population française au sein d'un échantillon représentatif pour essayer d'avoir la perception des Français concernant la santé respiratoire. Donc, il y avait d'abord un premier volet sur les symptômes. Et on a essayé d'évaluer finalement la fréquence des symptômes et on s'est rendu compte que finalement, en termes de fréquence des symptômes respiratoires, vous voyez ici la plupart des patients, donc 6% des Français ont déjà eu des sifflements dans la poitrine, c'est ce qui est en rouge à la droite de la diapositive. 12% ont une expectoration chronique, c'est-à-dire tous les jours. 16% ont une dyspnée quotidienne. La toux quotidienne concerne 18% et 30% ont des ronflements persistants. Donc, les symptômes respiratoires au cours des 12 derniers mois sont vraiment fréquents lorsqu'on regarde cet échantillon représentatif de la population française. Ensuite, on a essayé d'évaluer également l'importance de la dyspnée. Vous savez qu'il y a un symptôme cardinal dans un certain nombre de pathologies respiratoires chroniques. Et vous voyez que 50%, on a repris l'échelle MMRC, 50% des Français se déclarent parfois essoufflés et 9% le sont vraiment dans le quotidien, dans les activités de la vie quotidienne. Alors, le sondage était assez long, mais j'ai extirpé vraiment les résultats principaux. Et vous savez qu'un des enjeux également dans la détection des maladies chroniques, c'est la spirométrie.
Et donc, on a posé la question en demandant aux patients, aux patients, alors non, ils ne sont pas patients, la plupart d'entre eux n'étaient pas malades, mais est-ce qu'ils avaient déjà eu une mesure du souffle? Et seulement 31% des Français ont déjà fait une mesure du souffle. Et par contre, quand on cible sur les personnes qui ont des symptômes quotidiens sévères, on a 58% des personnes qui ont un symptôme quotidien sévère qui n'ont jamais mesuré leur souffle. Et enfin, quand on leur demandait si vous avez eu des problèmes respiratoires, est-ce que vous en avez parlé à un professionnel de santé? Vous voyez que seulement 32% d'entre eux en ont parlé à un professionnel de santé, quel qu'il soit. Donc, on comprend mieux ce que l'on voit, nous, à l'autre bout de la chaîne, finalement, des patients qui vont arriver tardivement, qui vont avoir des symptômes, qui ne vont pas en parler à un professionnel de santé et donc qui ne vont pas accéder au parcours de soins à temps. Et puis, il y avait également dans ce sondage des éléments sur est-ce que les Français s'estiment bien informés de façon générale sur la santé respiratoire, sur les médecins qui diagnostiquent les maladies respiratoires, sur les facteurs environnementaux, sur la prévention, sur les comportements. Et vous voyez quand même que, bien sûr, il y a un petit pourcentage de gens qui s'estiment bien informés, c'est ce qui est en bleu foncé. Par contre, on a résumé à droite de la diapositive le pourcentage de personnes qui s'estiment mal informées. Et vous voyez que globalement, 58% de nos concitoyens estiment qu'ils sont mal informés sur les examens médicaux à faire pour diagnostiquer les maladies respiratoires. Et 60% ne savent pas quelles sont les maladies respiratoires qui sont derrière le terme santé respiratoire. Donc, il y a un niveau d'information de la population qui est assez bas en ce qui concerne la santé respiratoire. Et on avait également un autre item sur les actions qui sont faites au niveau des régions, hein, sur ce qui est fait concernant la santé respiratoire. Et vous voyez que là aussi, le niveau de satisfaction de nos concitoyens concernant où se renseigner sur la lutte contre le tabagisme, la prévention des maladies respiratoires ou encore la lutte contre la pollution de l'air, 53% de personnes non satisfaites. Alors bien sûr, il y avait des différences en fonction des régions et des niveaux socio-économiques, mais globalement, on voit bien qu'en termes d'information grand public, il y a quand même énormément de choses à faire. Alors, donc en 2021, quand on a commencé, on a en parallèle fait ce sondage. Ensuite, on a commencé à contacter des députés, des sénateurs qui travaillaient sur les questions de santé et d'environnement pour essayer de voir quel était un peu le niveau de connaissance et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire. À ce moment-là, la santé respiratoire n'était pas très bien perçue, alors qu'on était quand même en pleine période de pandémie Covid, hein, je vous rappelle. Et puis, on s'est dit que on a fait ces premiers états généraux sous le patronage du ministre de la Santé de l'époque. Donc, c'était une première, une toute première amorce. On a fait bien sûr en format hybride, hein, compte tenu du contexte épidémique, avec un peu plus de 400 personnes connectées, une centaine de personnes présentes. Et on a eu le soutien de l'Europe, donc avec le professeur Marc Imbert, qui était président de l'ERS et qui lançait également la coalition internationale respiratoire. On était vraiment sur la même longueur d'onde et vous verrez pourquoi c'est important après. Alors, cette coalition internationale respiratoire, elle a un site internet hein, de l'IRC que vous pouvez retrouver et qui est très aidante elle fournit pour chaque pays européen, elle synthétise les données concernant les maladies respiratoires, la prévalence, l'impact sur la morbidité, sur la mortalité, le recours aux soins. Donc, vous avez vraiment une photographie, un panorama sur la santé respiratoire en Europe. Donc, je vous recommande vraiment ce site internet qui est très bien fait et les conséquences en termes de coûts également. Et puis, on a pris l'habitude également de se réunir pour discuter entre coalitions, entre collectifs, pour essayer de savoir comment est-ce qu'on allait agir, à la fois en interne et de façon coordonnée, mais également auprès de l'Europe, puisque vous savez que ben, tout se décide au niveau européen, y compris tout ce qui concerne la recherche, les programmes de santé et un certain nombre de décisions. Donc, ça nous paraissait aussi important de porter ce lobbying à l'échelle européenne. Donc, à cette époque, donc on est en 2022,
On a également créé un site internet qu'on a appelé Ma santé respiratoire 2022, dont l'objectif était de recueillir des contributions. Donc, on a eu environ 500 contributions, à la fois des associations de patients, des professionnels de santé, des personnes de la société civile. Et on a commencé à organiser finalement ces propositions. Dans le même temps, on a commencé à rencontrer les personnes chargées de la santé au sein des différentes équipes présidentielles. Ça a été riche d'enseignements, beaucoup d'énergie, mais riche d'enseignements. Et à ce moment-là, on s'est dit que tout était à faire. Probablement que ce qui nous manquait, c'était l'absence d'un plan national santé respiratoire sur lequel je reviendrai. Notre discours était de dire qu'il fallait que la santé respiratoire devienne un enjeu de santé publique, mais on n'avait pas encore des propositions formalisées comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, fort de toutes ces propositions qui ont été recueillies sur ce site Ma Santé Respiratoire 2022, on a organisé toutes ces propositions selon 6 axes que vous voyez ici. D'une part, il y avait bien sûr le diagnostic précoce des maladies respiratoires qui revenait beaucoup, quelles qu'elles soient. D'autre part, l'importance de la prévention sur les risques environnementaux. Ensuite, il y avait énormément de propositions concernant le parcours de soins, notamment venant des associations de patients, comment on garantit un accès aux soins, une observance au traitement, et puis également un volet dépistage systématique des cancers pulmonaires et des maladies respiratoires rares. Et enfin, on avait vraiment un enjeu qui reste aussi un enjeu aujourd'hui important, qui est la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité physique adaptée. Vous connaissez le poids, plutôt l'efficacité de la réhabilitation respiratoire dans le domaine des maladies respiratoires chroniques, mais la place de l'activité physique adaptée, aujourd'hui, elle n'est pas encore, bien qu'elle soit reconnue sur le plan de l'efficacité, il y a un problème d'accès à cette activité physique adaptée. Et enfin, la reconnaissance du handicap respiratoire, qui est un handicap invisible et qui, pour les associations de patients, est un élément très important, puisqu'on sait qu'il y a des disparités de reconnaissance du handicap respiratoire à l'échelle régionale, hein. Un même patient peut avoir une évaluation du handicap respiratoire complètement différente quand il va déménager d'une région à l'autre. Donc, on a créé cet observatoire, l'Observatoire de la santé respiratoire, basé sur ces 6 axes. Et chaque année, donc, on a un groupe de travail qui est consacré à cet observatoire, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et on va noter les actions de nos tutelles, du gouvernement, concernant ces différents axes qui nous paraissent prioritaires. Ensuite, on a rédigé dans le même temps un plaidoyer sur l'activité physique adaptée également, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il y a un groupe de travail dédié qui a vraiment fait un argumentaire sur pourquoi est-ce qu'il faut assurer une prise en charge financière de l'activité physique adaptée, pourquoi c'est important, comment on peut faire, des propositions très concrètes pour nos tutelles pour qu'on puisse avancer. Donc ça, c'est un élément qui a occupé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et puis, grâce à ce travail sur l'activité physique adaptée, on a rédigé une tribune où on a recueilli d'autres associations en dehors de la sphère respiratoire, avec également la France Assos Santé, que vous connaissez probablement, d'autres patients atteints de maladies chroniques, où on a pu faire voilà, une tribune où tout le monde s'est rejoint, les patients diabétiques, hypertendus, pour qu'on parle d'une même voix concernant la nécessité de cette prise en charge sur l'activité physique adaptée, puisque vous savez également que quand un patient a une maladie respiratoire chronique, un certain pourcentage d'entre eux ont également des comorbidités. Donc, notre message est de dire qu'il ne faut pas opposer les maladies entre elles. C'est souvent ce qu'on a entendu quand on discute avec les tutelles. Au tout début, vous voulez un plan santé national respiratoire, mais si vous le demandez et qu'on vous l'accorde à vous, ben, il y a également d'autres pathologies. Ben, aider la respiration, c'est aider également les autres pathologies, en particulier cardiovasculaires et les autres comorbidités. En tout cas, nous, c'est notre discours. Alors, dans ce même temps, on a travaillé avec, c'était la préparation des Jeux Olympiques, avec donc le collectif, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'objectif derrière tout ça, outre l'aspect un peu médiatique autour de l'activité physique adaptée, c'était aussi de prendre date pour, au niveau de la prévention dans les écoles, comme il y avait des actions autour de l'activité physique et du sport, se dire qu'il n'y a pas de sport sans souffle.
Voilà, donc l'idée, c'était aussi de mettre les jalons pour pouvoir travailler plus tard à une action coordonnée dès le plus jeune âge dans les écoles autour de l'activité sportive, mais également sur la nécessité de dépister le souffle et de faire en sorte que les enfants, comme c'est fait dans certains pays européens, puissent savoir ce que c'est le souffle dès le plus jeune âge. Donc, on a fait ce plaidoyer, on a déposé un amendement, malheureusement, qui n'avait pas été retenu, mais tout ça pour vous dire que, on avait vraiment une dynamique importante sur la prévention autour de l'activité physique. Et on a commencé également à contacter des députés, des sénateurs qui travaillent dans le domaine de la qualité de l'air, parce que l'idée, c'était aussi de faire le lien avec toutes les personnes qui travaillent autour de l'environnement, en leur disant qu'il ne faut pas travailler de façon cloisonnée, mais à partir du moment où on parle d'environnement, ben, il faut penser à la respiration. Donc, on a fait ces premiers états généraux en 2021. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, c'était vraiment d'interpeller sur l'urgence qu'il y avait à agir. On a fait également une tribune qui a été co-signée avec un certain nombre de parlementaires travaillant dans le domaine de la santé et de l'environnement. Et puis en 2023, on a fait nos seconds états généraux au ministère de la Santé, où on a lancé notre observatoire des politiques publiques. Et puis ensuite, on a fait nos troisièmes états généraux en 2024 consacrés à l'activité physique. Là, à ce moment-là, on s'est vraiment constitué en collectif, association droit à respirer. Une de nos succès, et on peut le dire à ce moment-là, on a pu obtenir, grâce à un certain nombre de conseillers, en particulier le professeur Antoine Magnan, qui était à ce moment-là conseiller du ministre François Braun, l'intégration de la spirométrie dans les trois bilans de santé. 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Malheureusement, on n'a pas obtenu la mesure du souffle pour les 18-25 ans, mais ce n'est que partie remise. Donc, c'est gravé dans le marbre. Maintenant, il faut qu'on puisse avancer. Mais pour nous, c'était un élément très important de pouvoir obtenir cette mesure du souffle dans les bilans de santé assurés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, l'idée, c'est vraiment, si vous voulez, de se dire qu'on travaille de façon collective. Et petit à petit, la mayonnaise a pris. Alors, comment est-ce qu'elle a pris? D'une part, parce que quand les associations elles-mêmes, qu'on rencontrait les tutelles, elles parlaient du collectif droit à respirer, et elles parlent toujours du collectif droit à respirer. Donc, on est vraiment en synergie. Et ça, c'est un élément inédit, hein. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Chaque association rencontrait les tutelles pour ses propres besoins, si je puis dire. Donc, on a eu vraiment un effet un peu boule de neige, avec des groupes de travail qui ont commencé à se monter au sein du collectif, certains travaillant plus sur la communication, d'autres sur l'activité physique adaptée, d'autres sur la constitution du colloque, le contact avec les élus, les parlementaires. Donc, on a commencé à se structurer. Et donc, l'idée nous est venue petit à petit, quand les tutelles nous renvoyaient souvent le fait que, bon, vous voulez un plan national, mais fournissez-nous les propositions, parce que nous, on a besoin de propositions qui soient bien écrites, qui soient immédiatement opérationnelles. Bien sûr, on est maintenant convaincus, vous êtes en train de nous dire qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par des maladies respiratoires. En parallèle, la CNAM a sorti son rapport charge des produits, donc insistant sur le fait que effectivement c'était un fardeau, qu'il fallait absolument en particulier améliorer la prise en charge des patients qui avaient une BPCO, mais pas que. Donc, il y a toute une prise de conscience en parallèle de l'écosystème des décideurs. Mais comme vous le savez, on est aussi dans un pays pyramidal. Et donc, si au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas un signal qui est donné, et bien finalement, y compris au niveau des ARS, les priorités de santé, elles ne sont pas forcément déclinées. Et donc, il nous est venu le fait, l'idée qu'il fallait qu'on puisse construire ce plan national santé respiratoire. Après tout, on était tout à fait légitime pour le porter, compte tenu de la constitution de notre association. Donc, on a été contacté. Il y a eu vraiment un alignement un peu des planètes, hein, puisqu'on avait déjà eu des échanges avec certains députés, certains sénateurs. Et puis, il y a des sénateurs au niveau de la commission des affaires sociales du Sénat qui ont saisi la Cour des comptes pour demander un rapport sur la santé respiratoire. Ce rapport a été publié en mai 2024. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Cour des comptes. Et donc, on a été contacté par le groupe de travail de la Cour des comptes avec énormément d'échanges, d'allers-retours
pour faire nos propositions. Et ça a été très, très enrichissant. Donc, les associations de patients, les professionnels de santé. Bien sûr, on a envoyé aussi de la bibliographie. Ce groupe de travail a énormément fait de comparaisons à l'international, en particulier au niveau des pays européens. Et les conclusions de ce rapport de la Cour des comptes est sans appel. D'une part, il signale tout à fait le fait que les maladies respiratoires sont en augmentation au sein de la population et notamment chez les femmes. Et ça rejoint tout à fait le rapport publié par l'OMS l'année dernière, OMS Europe, qui interpelle en disant que d'ici 2050, il y aura une augmentation des maladies respiratoires, notamment de la BPCO chez les femmes, qu'il faut des actions significatives de prévention des risques, en particulier du tabac, mais également de la pollution de l'air, que les dépenses publiques sont en hausse, mais l'impact sanitaire aujourd'hui n'est pas mesuré. Il n'y a pas de plan avec des objectifs chiffrables qui puissent guider les politiques publiques. Il y a une prise en charge qui est sous-optimale et qui conduit à des hospitalisations évitables avec bien sûr des problèmes au niveau des soins primaires, comme vous le savez. Et puis, tout le monde n'a pas accès aux thérapies innovantes, tout le monde n'a pas accès facilement aux centres de compétences ou aux centres de référence, notamment concernant les maladies respiratoires rares, même si le réseau des maladies rares est un net progrès. Mais pour l'instant, l'accès aussi à ces réseaux, il y a des inégalités territoriales. Et puis, ce rapport était sans concession concernant la gouvernance, en disant qu'il n'y avait pas de stratégie sur le long terme et qu'il y avait une gouvernance à revoir concernant la santé respiratoire. Il fallait un plan national respiratoire qui soit articulé avec un plan national consacré à la santé environnementale. Voilà. Donc, tout était à faire et je dois dire que ce rapport de la Cour des comptes nous a beaucoup aidés. Donc, vous voyez, ce rapport a permis d'émettre un certain nombre de recommandations. Et parmi les recommandations, vraiment, c'est une des recommandations relatives à la stratégie et au pilotage. Ce rapport recommande d'intégrer dans la stratégie nationale de santé des objectifs sanitaires chiffrés, par exemple diminuer la prévalence de l'asthme, diminuer donc de 5 ou de 10% sur les prochaines années, diminuer de 20% les admissions pour exacerbation de BPCO et de les mettre en cohérence avec le plan national santé-environnement. Et donc, ce rapport suggère l'existence, il faut absolument qu'il y ait une feuille de route maladie respiratoire chronique qui soit intitulée comme telle. Il y avait également un volet concernant l'innovation et la recherche, hein, concernant les maladies respiratoires. Ce rapport reprenait tout à fait nos préconisations et les échanges qu'on a pu avoir avec ce groupe de travail de la Cour des comptes. Donc, vous voyez que finalement, le temps passe, mais depuis 2021, donc on a fait ces états généraux sur Ensemble construisant la santé respiratoire de demain. Comme je vous le disais à l'époque, parler de santé respiratoire, les gens nous regardaient avec de grands yeux. Ensuite, les deuxièmes états généraux en février 2023, le thème c'était bien respirer, un droit fondamental, quelle ambition pour les politiques publiques, sous le parrainage du ministère de la Santé. Les troisièmes états généraux, c'était sur l'activité physique. On était vraiment dans la préparation du collectif des Jeux olympiques. Donc, on a eu le parrainage du ministère de la Santé, bien évidemment, et également du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, en octobre 2025, on a fait ce colloque donc, à l'Assemblée nationale. Santé respiratoire, il y a urgence à agir, sous le patronage du ministère de la Santé, et puis également avec des députés, dont le député Jean-Luc Fugit, qui nous a soutenus dès le début, qui est également le président du Conseil national de l'air. Et maintenant, quand on rencontre les tutelles, ils sont plusieurs à nous dire, oui, on est convaincus, il faut un plan national santé respiratoire. Et ce n'était pas gagné hein, depuis 2021. Donc les gens maintenant sont convaincus, mais encore faut-il qu'on puisse l'obtenir. Alors, l'Observatoire de la santé respiratoire, donc chaque année, on a un groupe de travail qui, sur les différents axes que je vous ai présentés, va noter les actions gouvernementales et ça va nous servir aussi en termes de communication pour montrer finalement les insuffisances en termes de politique de santé. Ce qui est également important dans cet observatoire, c'est qu'il
une comparaison avec ce qui est fait dans certains pays européens, notamment les pays nordiques, mais pas que. Par exemple, vous savez qu'au Portugal, il y a un plan national santé respiratoire avec une déclinaison sur le cancer bronchique, sur l'asthme. Donc, il y a un certain nombre de pays européens qui ont déjà adopté la notion de santé, de plan national dédié à la santé respiratoire. C'est également le cas pour les pays nordiques. Donc, ce n'est pas la majorité des pays européens. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les choses avancent. Donc, on s'est tous mis d'accord pour construire ce plan national santé respiratoire. Donc, on a fait un objectif de trajectoire pluriannuelle 2026-2030 avec des indicateurs épidémiologiques et économiques. Donc, on a fait un draft avec toutes les personnes qui font partie du collectif qui ont participé à ce plan national santé respiratoire. Et donc, l'objectif maintenant, ça va être de partager ce plan national santé respiratoire, en particulier dans le contexte des présidentielles. Alors, vous pourrez me dire, bah oui, mais le contexte, on parle de beaucoup de choses. La situation économique et géopolitique, elle est celle que vous connaissez. Pour autant, on pense que c'est important dans ce contexte à la fois de municipal et de préparation des présidentielles, d'avoir des propositions qui soient formalisées, chiffrées avec des objectifs atteignables, ce qui n'était pas le cas quand on s'est lancé fin 2021. On était là pour, je dirais, sensibiliser les gens, mais sans des propositions formalisées. Donc là, on a un plan national santé respiratoire qui va être bientôt terminé, en passe d'être validé. Et notre objectif, c'est effectivement se servir de ce plan national santé respiratoire pour interpeller les politiques publiques avec des propositions qui soient chiffrées. Pour ce plan national santé respiratoire, on s'est servi bien sûr des données du rapport de la Cour des comptes, des données du rapport chargé-produit de la Caisse nationale d'assurance maladie et également des données qui ont été publiées par la Coalition internationale respiratoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et si vous voulez nous contacter, je vous ai mis ici nos adresses mail. Vous pouvez nous retrouver maintenant sur notre nouveau site internet www.droitrespirer.org. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Chantal, et pour cette très belle présentation qui a, je pense, enfin, qui va vraiment dans le sens de ce qu'on souhaiterait faire sur le plan des pneumologues au niveau national, mais sur le plan aussi de la FHU Respire pour le coup, puisqu'en plus on essaye d'être dans de la prédiction, de la prévention pour le futur, bien sûr du traitement, mais il y a vraiment un axe important. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous, non pas donc en février, puisqu'on sera en pleine vacances scolaires, et comme les vacances, c'est les 15 derniers jours, le mardi 3 mars 2026 à 13 heures, et la suivante sera le dernier mardi qui doit être le 31 mars, si je dis pas de bêtises, donc 4 semaines plus tard pour la 38e. Donc, merci à vous tous, et puis bon courage et bon après-midi, et encore un grand merci Chantal. Merci pour votre invitation et bonne journée. À bientôt.